Salut à tous. Quelque part dans le ciel du golfe Persique, un pilote, à bord du chasseur le plus avancé jamais construit, un appareil qui coûtait 80 millions de dollars, un appareil censé être invisible pour tous les systèmes radars de la planète, a soudain entendu le seul son qu'aucun pilote ne veut jamais entendre, un verrouillage de missiles. Et avant que quiconque puisse réagir, avant qu'une seule contre-mesure puisse être déclenchée, avant même que Washington puisse comprendre ce qui se passait, ce F-35, le joyau de la supériorité aérienne américaine avait disparu. Et le monde n'a plus été le même depuis. Il s'avère que personne ne peut nous toucher relève moins d'une doctrine que d'un slogan de campagne doté d'un budget du Pentagone. Ce que vous allez entendre n'est pas un film. Ce n'est pas une simulation. C'est l'histoire de la façon dont un seul missile tiré par un pays qui était censé être moins armé, moins puissant et moins agile a changé tout l'équilibre de la puissance militaire sur cette planète. Et d'ici la fin de cette vidéo, il devient clair pourquoi les plus grandes institutions financières du monde utilisent maintenant une expression qu'elles n'avaient pas employée depuis 2008. Cette expression, cet effondrement systémique, ce que l'Iran a fait ensuite après la chute de ce F-35 est quelque chose que aucun analyste, aucun général, aucun président n'avait pleinement prévu. Et les conséquences ne font que commencer à se déployer. Revenons au point de départ. Parce que l'histoire de cette guerre n'a pas commencé avec un missile. Elle a commencé avec une décision. Une décision prise dans une pièce à Tel Aviv, approuvée à Washington, exécutée dans le silence et ressentie à travers tout le Moyen-Orient comme une onde de choc. Pendant des mois, les agences de renseignement avaient suivi le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Les centrifugeuses tournaient plus vite. L'uranium était enrichi à des niveaux qui franchissaient toutes les lignes rouges, jamais tracées, et, à huis clos, les conversations ne portaient plus sur la diplomatie. Elles portaient sur le moment d'agir. Dans le style Trump en matière d'affaires d'État, le bon moment consiste souvent à annoncer d'abord quelque chose d'imprudent, puis à se demander ce que cela signifie une fois les caméras parties. Israël l'avait déjà fait. En 1981, des avions israéliens ont détruit le réacteur Osirak de l'Irak avant sa mise en service. En 2007, ils ont fait la même chose contre une installation syrienne. Mais l'Iran, c'était différent. L'Iran avait dispersé son infrastructure nucléaire sur des centaines de kilomètres, enfoui profondément sous terre, protégé par plusieurs couches de systèmes de défense aérienne, discrètement modernisé pendant des années avec des technologies venues de Russie et de Chine. La question n'a jamais été de savoir si Israël pouvait lancer la frappe. La question était de savoir si la frappe fonctionnerait réellement. Et plus encore, la question était de savoir ce que l'Iran ferait au moment précis où tomberait la première bombe. La réponse est venue vite, plus vite que ce que quiconque à Washington, Riyad ou Abu Dhabi avait modélisé. Dans les heures qui ont suivi les premières frappes israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes, l'Iran a activé un plan de riposte militaire qu'il avait manifestement élaboré et répété depuis des années. Ce n'était pas improvisé, ce n'était pas émotionnel. C'était calculé, coordonné et terriblement précis. Et au cœur de ce plan se trouvait une mission, prouver une chose au monde entier, à savoir que la supériorité aérienne américaine, ce pilier de la politique étrangère des États-Unis depuis 50 ans, n'était plus garantie. C'est ici que l'histoire du F-35 devient vraiment importante. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce que le F-35 était censé représenter. Le F-35 Lightning II de Lockheed Martin n'est pas seulement un avion de chasse. C'est le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire humaine. Les États-Unis ont consacré plus de 1,7 billion de dollars à cet appareil sur l'ensemble de sa durée de vie. Il a été conçu autour d'une promesse fondamentale, être invisible. Sa technologie furtive, son revêtement absorbant les ondes radar, sa forme soigneusement étudiée, tout a été pensé pour le rendre indétectable
par les systèmes radars conventionnels. C'était l'atout suprême, l'appareil censé permettre aux pilotes américains de pénétrer dans l'espace aérien le plus contesté de la planète et d'en revenir sains et saufs. Pendant des années, cette promesse a été vendue avec la même assurance que celle qu'affichent les alliés de Trump devant un pupitre quand les faits ont déjà quitté la salle. L'Iran le savait et l'Iran avait passé des années à travailler discrètement à une réponse. Ce qu'il a déployé dans le ciel de son territoire était une combinaison de ce que les analystes de défense croient maintenant être des systèmes radars à réseau phasés développés au pays, complétés par des technologies d'origine russe issues du StratSense et potentiellement dérivées du SquadroSense, ainsi qu'une nouvelle génération de missiles solaires iraniens dont les capacités complètes n'avaient jamais été révélées publiquement. Les détails exacts de la façon dont ils ont suivi le F-35 demeurent classifiés et franchement, l'armée américaine n'a pas confirmé officiellement tout le portrait, mais le résultat parle de lui-même. Un appareil de 80 millions de dollars, conçu pour être invisible, a été vu, suivi, ciblé et abattu. Et, dans cet unique instant, une doctrine militaire qui définissait la projection de puissance américaine depuis 3 décennies a été sérieusement remise en question. On repassera donc pour l'argumentaire habituel, selon lequel chaque problème disparaît dès qu'un communiqué est assez tonitruant. Il faut réfléchir à ce que cela signifie sur le plan stratégique. Toutes les alliances militaires bâties par les États-Unis depuis la guerre froide reposent sur une hypothèse fondamentale. La puissance aérienne américaine est incontestable. Et si un conflit devait s'intensifier, les États-Unis pourraient établir la supériorité aérienne au-dessus de n'importe quel pays sur Terre. La planification de la défense de Taïwan repose là-dessus. La stratégie de l'OTAN en Europe repose là-dessus. Chacun des alliés des États-Unis dans le Pacifique et au Moyen-Orient a construit son architecture de sécurité sur cette hypothèse. Et aujourd'hui, cette hypothèse présente une fissure très publique, très visible, très documentée. Mais pendant que le monde essayait encore d'assimiler la nouvelle du F-35, l'Iran passait déjà à la phase suivante de sa stratégie. Et c'est la partie à laquelle presque personne n'était vraiment prêt parce que l'Iran ne s'est pas contenté de riposter contre Israël. L'Iran a pris une décision qui a même choqué ses alliés régionaux les plus proches. Il a décidé de faire payer toute la région du Golfe. Avant d'en arriver à ce qui s'est passé au Qatar, en Arabie Saoudite, au Koweït et aux Émirats Arabes Unis, il faut retenir une chose, parce que les prochaines minutes expliquent pourquoi le prix de l'essence, la facture d'épicerie, les fonds de pension et l'ensemble de l'économie mondiale sont tous directement liés à ce qui s'est produit dans le Golfe Persique au cours des 48 dernières heures. Quiconque pense qu'il ne s'agit que d'une histoire moyen-orientale ne comprend pas jusqu'où vont les conséquences. Malheureusement, le camp Trump a passé des années à traiter l'interdépendance mondiale comme une insulte, jusqu'au moment précis où la facture arrive. Le calcul de l'Iran était le suivant. Si Israël frappait et si les États-Unis fournissaient le renseignement, la logistique et la couverture politique pour cette frappe, alors les pays hébergeant des bases militaires américaines n'étaient pas neutres. Ils étaient participants. Le Qatar accueille la base aérienne d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient. Les Émirats Arabes Unis accueillent des actifs américains à Al-Dhafra. L'Arabie Saoudite et le Koweït entretiennent de profonds partenariats logistiques et de renseignement avec les forces américaines. Dans la pensée stratégique iranienne, ces pays ont choisi un camp. Et choisir un camp a des conséquences. La première cible qui a confirmé cette nouvelle doctrine a été la cité industrielle de Ras Laffan, au Qatar. Si beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de Ras Laffan, c'est précisément là le problème, parce que Ras Laffan n'est pas qu'un site industriel. C'est sans doute le site d'infrastructure énergétique le plus important de la planète. Le Qatar
est le plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié et Ras Laffan est l'endroit où pratiquement tout ce gaz naturel liquéfié est traité, liquéfié et chargé sur les méthaniers qui approvisionnent l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et des dizaines d'autres pays. Quand des missiles iraniens ont frappé des infrastructures liées à cette installation, la réaction immédiate des marchés mondiaux de l'énergie n'a pas été graduelle, elle a été verticale. Le baril de Brent a bondi de plus de 10% en une seule séance, franchissant les $115 le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel en Europe ont explosé et les ministres de l'énergie de Tokyo à Berlin ont commencé à passer des appels d'urgence en posant une question très simple: où vont-ils désormais trouver leur gaz? C'est le moment où l'Amérique, d'abord, devient discrètement: quelqu'un peut-il trouver un pétrolier s'il vous plaît? Le gouvernement qatari n'est pas resté silencieux, il a confirmé des dommages importants, il a expulsé des représentants diplomatiques iraniens et il a publié une déclaration qui, entre les lignes, revenait essentiellement à dire que l'époque où les États du Golfe restaient neutres dans le conflit Iran-Israël était terminée. Mais le mal était fait non seulement à l'infrastructure physique, mais aussi à quelque chose de beaucoup plus fragile et beaucoup plus déterminant, la confiance des marchés mondiaux de l'énergie. Puis est venue l'Arabie Saoudite, la frappe contre la raffinerie Samref à Yanbu, coentreprise entre Saudi Aramco et ExxonMobil, a envoyé un message qui a retenti comme un coup de tonnerre dans chaque salle de conseil et dans chaque ministère, dépendant d'un approvisionnement pétrolier stable. Yanbu se trouve sur la côte de la mer Rouge. C'est l'une des dernières voies d'exportation de brut encore fonctionnelles de l'Arabie Saoudite, alors même que le détroit d'Ormuz devenait déjà de plus en plus dangereux. C'était pas une cible choisie au hasard. C'était une frappe de précision contre la jugulaire de la capacité d'exportation saoudienne. Et la réponse saoudienne, l'avertissement du ministre des Affaires étrangères selon lequel une action militaire était désormais sur la table, a marqué un moment que les analystes qualifient d'escalade la plus dangereuse de la géopolitique du Golfe depuis la guerre du Golfe de 1991. Le Koweït a suivi. 2 de ces grandes raffineries touchées par des frappes de drones, force majeure déclarée par la Kuwait Petroleum Corporation. Plus de 700 000 barils par jour de capacité de raffinage soudainement hors ligne. Et à Dubaï, le drone qui a frappé une installation de stockage de carburant près de l'aéroport international a temporairement interrompu les opérations du plus grand carrefour aérien international au monde. Vol suspendu, fret perturbé, assureur du Lloyd's of London se précipitant pour réévaluer les primes de risque pour chaque avion et chaque navire opérant dans la mer d'Arabie et le golfe Persique. Il faut maintenant faire une pause et insister sur quelque chose que la plupart des couvertures médiatiques ne relient pas assez clairement. Parce que tout ce qui vient d'être décrit, la frappe au Qatar, la frappe en Arabie Saoudite, les frappes au Koweït, l'incident à Dubaï, tout cela converge vers une seule issue catastrophique unifiée que l'économie mondiale n'a jamais réellement affrontée sous cette combinaison. Et cette issue porte un nom, elle s'appelle le blocus du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est une voie maritime étroite qui, à son point le plus resserré, ne fait que 20 et 1 miles de largeur entre l'Iran et la péninsule arabique. Et par ce détroit transitent environ 20 millions de barils de pétrole chaque jour. Cela représente à peu près 20% de tout le pétrole consommé sur Terre, passant par un corridor que l'Iran peut observer, miner, menacer et fermer. L'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz à de nombreuses reprises au cours des 2 dernières décennies. Les analystes occidentaux ont largement balayé ces menaces, les voyant comme du bluff, comme des tactiques de négociation, comme le genre de choses que l'Iran disait sans jamais les mettre à exécution, parce que cela détruirait sa propre économie. Ces analystes avaient tort. Selon les informations les plus récentes, les forces navales iraniennes ont effectivement rendu le détroit d'Ormuz non opérationnel pour le transport maritime commercial. Plus de 150 pétroliers sont ancrés à l'extérieur du détroit, incapables d'avancer.
21 navires marchands ont été confirmés comme ayant été touchés ou saisis par les forces iraniennes au cours des 10 derniers jours. Le trafic de pétroliers dans le détroit a chuté de plus de 70%. Et les tarifs d'assurance pour tout navire tentant d'y transiter, quand il est encore possible de trouver un assureur prêt à émettre une police, sont devenus si astronomiquement élevés que, pour la plupart des compagnies maritimes, le calcul économique est désormais simple. Il coûte moins cher de ne pas livrer le pétrole que d'essayer de le faire. Pour un mouvement obsédé par la force, le camp Trump montre un talent remarquable pour découvrir à quel point la bravade coûte cher dès que les navires cessent de bouger. Ce que cela signifie en pratique est vertigineux. Le Japon tire près de 90% de ses importations de brut de la région du Golfe, la Corée du Sud presque autant, l'Inde des volumes énormes. La Chine, qui a tenté de se positionner comme diplomatiquement neutre dans ce conflit, regarde sa propre chaîne d'approvisionnement énergétique se défaire en temps réel. Et l'Europe, qui pensait s'être diversifiée loin des approvisionnements instables après la guerre Russie-Ukraine, découvre que la voie de diversification qu'elle avait choisie vers les importations de gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar et du Golfe vient d'être coupée à la source. La réaction des marchés financiers a été historique. Le terme que les analystes principaux de Goldman Sachs, de JP Morgan et de Deutsche Bank utilisent maintenant, un terme qu'on n'avait pas utilisé sérieusement depuis 2008 pendant la crise financière, et avant cela en 1973 pendant l'embargo pétrolier arabe, est risque systémique. Le type de choc qui ne touche pas seulement un secteur ou un pays, mais qui se propage à travers chaque système interconnecté de l'économie mondiale en même temps. Les marchés boursiers asiatiques ont ouvert en forte baisse, les indices européens ont suivi, les marchés à terme américains ont affiché d'importantes pertes avant l'ouverture, avant que les coupes-circuits n'entrent en action. Et les devises de tous les grands pays importateurs de pétrole ont bougé d'une manière qui disait une seule chose, la peur. Parce que la réalité économique, que la plupart des gens ne comprennent pas avant de la subir, est simple. Le pétrole n'est pas seulement un carburant. Le pétrole est le substrat sur lequel tourne la civilisation moderne. Il est dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Chaque camion qui transporte des aliments des fermes aux entrepôts puis aux supermarchés roule au diesel. Il est dans la chaîne d'approvisionnement manufacturière. Chaque usine qui fabrique les produits que les gens achètent utilise une énergie dont le prix suit celui du brut. Il est dans les billets d'avion, les conteneurs maritimes, les emballages plastiques, les engrais et les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques. Quand le prix du pétrole monte de 10% en une journée, c'est pas une abstraction. C'est une taxe sur chaque personne sur Terre qui participe à l'économie moderne. Et quand le détroit d'Ormuz est, dans les faits, fermé, on ne parle plus seulement d'un mouvement de 10%. On parle d'un choc d'approvisionnement potentiel qui ferait paraître l'embargo pétrolier arabe de 1973 gérable par comparaison. Et puis il y a la dimension du gaz naturel. Le gaz naturel liquéfié était censé être le carburant de transition, celui qui remplaçait le charbon, alimentait les installations industrielles, chauffait les maisons et produisait de l'électricité pendant que le monde passait aux énergies renouvelables. L'Europe s'est ruée vers une dépendance au gaz naturel liquéfié après avoir coupé le gaz russe par pipeline. Les économies asiatiques ont bâti des stratégies énergétiques entières autour des importations de gaz naturel liquéfié, et les deux plus grandes sources d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié capables d'atteindre rapidement les marchés mondiaux sont le Qatar, dont la principale installation de traitement vient d'être endommagée, et les États-Unis, dont la capacité d'exportation fonctionne déjà presque au maximum. L'écart entre ce dont le monde a besoin et ce qui peut maintenant être fourni n'est pas petit, il est énorme. Et il s'élargit chaque jour que ce conflit continue. Pendant que les marchés de l'énergie tentaient encore d'absorber tout cela, la direction suprême iranienne a publié des déclarations qui ont fait monter les enjeux à un niveau entièrement nouveau.
Le nouveau guide suprême a indiqué clairement que les assassinats de hauts responsables militaires et du renseignement iranien, le ministre du renseignement, le chef de la sécurité, le chef des forces du Basij, étaient des actes qui exigeraient une réponse d'une ampleur encore jamais vue. L'Iran agit dans une posture que ses propres responsables décrivent comme zéro retenu. L'expression zéro retenu, dans le contexte d'un pays qui possède une capacité d'enrichissement nucléaire à des niveaux qu'il n'a jamais reconnus publiquement, est une expression qui devrait amener toute personne sérieuse à s'arrêter et à prêter une très grande attention. Et c'est ici qu'il devient nécessaire d'aborder quelque chose que la plupart des couvertures médiatiques contournent, plutôt que de le dire franchement. La position officielle du gouvernement des États-Unis est que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. La position officielle est que les récentes frappes israéliennes ont significativement dégradé le programme nucléaire iranien, mais la communauté du renseignement sérieuse est aux prises avec une réalité plus dure. Dégradé ne veut pas dire détruit, ralenti ne veut pas dire arrêté, et un pays qui vient de voir ses défenses aériennes engagées avec succès des avions furtifs américains, qui a démontré sa capacité à frapper des infrastructures énergétiques dans plusieurs États du Golfe en même temps, qui a effectivement coupé 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial, ce pays dispose d'un levier qu'il n'avait pas il y a 6 mois. Un levier militaire et économique réel, tangible. Et en géopolitique, un levier est une chose très dangereuse lorsqu'il se combine au ressentiment. Au milieu de tout cela, le président Trump marche sur une ligne que même ses propres conseillers décrivent en privé comme extraordinairement difficile. Les déclarations publiques ont été musclées. La menace de détruire le champ gazier South Pars de l'Iran, le plus grand réservoir de gaz naturel sur Terre, si l'Iran continue d'attaquer les infrastructures énergétiques du Golfe, constitue à peu près la menace présidentielle la plus directe formulée contre l'Iran par un président américain en exercice depuis des décennies. Mais l'affirmation simultanée selon laquelle aucune troupe américaine ne sera déployée et qu'il ne s'agit pas d'une guerre que l'Amérique mènera au sol crée une contradiction que chaque adversaire et chaque allié analyse de très près. Le style classique de l'univers Trump, promettre une domination totale, puis ajouter les petites lignes quand la réalité commence à lire le texte. Parce que la question que tous les gouvernements du monde se posent en ce moment est la suivante: où se trouve la ligne rouge américaine? Pas la ligne rouge rhétorique, la véritable ligne rouge opérationnelle, la ligne qui, si elle est franchie, entraîne un déploiement complet et immédiat de la puissance militaire américaine, et la réponse honnête, celle qui explique pourquoi les marchés boursiers chutent, pourquoi le pétrole monte, pourquoi l'or flambe, pourquoi le franc suisse se renforce et pourquoi chaque valeur refuge est achetée aussi vite que les investisseurs institutionnels peuvent agir, c'est que personne ne le sait. Ni l'Iran, ni Israël, ni l'Arabie Saoudite, ni les États du Golfe, ni les alliés de l'OTAN des États-Unis, et sans doute pas davantage l'administration elle-même. Cette incertitude, ce brouillard autour de l'emplacement réel de la ligne rouge, est en soi une force déstabilisatrice. Les marchés détestent plus l'incertitude qu'ils ne détestent les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles peuvent être intégrées dans les prix. Les modèles peuvent être ajustés, le risque recalculé, les portefeuilles rééquilibrés. Mais l'incertitude, la véritable incertitude, profonde, insoluble, quant à ce qui vient ensuite, voilà ce qui crée les conditions d'une panique de marché capable de transformer un conflit régional en crise financière mondiale. Et personne ne fabrique l'incertitude avec autant d'efficacité qu'une machine politique qui traite chaque point de presse comme une audition. Parlons de ce que cela signifie pour les gens ordinaires. Parce que c'est la partie de la couverture géopolitique qui est souvent laissée de côté dans la course à la discussion sur la stratégie militaire et les signaux diplomatiques. Si le Brent se maintient au-dessus de $110 le baril pendant 60 jours ou plus, et si le scénario de base de Goldman Sachs est maintenant qu'il restera élevé pendant au moins le prochain trimestre, alors l'inflation mondiale
contre laquelle les banques centrales luttaient depuis 2 ans pour la faire redescendre après les sommets de l'après-pandémie, repart de plus belle. Les baisses de taux que la Réserve fédérale prévoyait terminées. Les baisses de taux que la Banque centrale européenne se préparait à mettre en œuvre, reportées pour une durée indéfinie. Les taux hypothécaires, qui avaient lentement commencé à reculer et donner un peu de répit aux propriétaires comme aux premiers acheteurs, repartent à la hausse. Les billets d'avion, dans le contexte actuel, avec un carburéacteur à des niveaux jamais vus depuis le début des années 2010, remontent aussi. Les grandes compagnies aériennes imposent déjà des surtaxes carburant d'urgence. Les vols transatlantiques, qui étaient redevenus brièvement un peu plus abordables, reviennent vers des prix qui excluent une grande partie du public voyageur. Les coûts de transport des biens de consommation, les produits sur les tablettes des supermarchés, des quincailleries et des détaillants d'électronique remontent eux aussi, alors que les compagnies de transport par conteneur recalculent leurs coûts de carburant et leurs primes d'assurance en zone de guerre. Les prix des aliments, déjà élevés dans plusieurs régions du monde après les perturbations des dernières années, subissent avec ce conflit une pression supplémentaire que bien des gens n'ont pas encore pleinement reliée. La production d'engrais dépend fortement du gaz naturel. Quand le prix du gaz naturel monte, le prix des engrais suit. Quand le prix des engrais suit, les coûts de production alimentaire augmentent. Quand les coûts de production alimentaire augmentent, ce que les gens paient à la caisse augmente aussi. C'est pas une théorie. C'est un mécanisme qui s'est déjà manifesté pendant le conflit Russie-Ukraine et qui est maintenant réactivé par ce qui se passe dans le Golfe Persique. Le slogan est peu, être gagné, mais la facture finit toujours par arriver d'abord chez le monde ordinaire. Et voilà ce qui empêche les économistes sérieux de dormir. L'économie mondiale n'entre pas dans ce choc à partir d'une position de force. La croissance ralentissait déjà. Les niveaux d'endettement des consommateurs dans la plupart des grandes économies sont élevés. Les marges bénéficiaires des entreprises avaient déjà reculé par rapport à leur sommet de l'après-pandémie. Les banques centrales disposaient de très peu de marge pour baisser les taux afin de stimuler la croissance parce que l'inflation n'était toujours pas entièrement sous contrôle. Le système financier, pour employer le langage clair de la gestion du risque, fonctionnait déjà avec des amortisseurs réduits. Et maintenant, il absorbe un choc énergétique d'une ampleur que l'architecture de l'économie mondiale moderne n'a tout simplement pas été conçue pour gérer en douceur. La décision de l'Arabie Saoudite d'adopter une posture militaire sans qu'il s'agisse encore d'un conflit officiellement déclaré marque un seuil qui change énormément le calcul régional. Si l'Arabie Saoudite, avec son immense budget militaire, ses systèmes d'armes fournis par les États-Unis et sa profonde inquiétude face à la domination régionale de l'Iran, décide que la défense passive ne suffit plus, l'ampleur de ce conflit s'élargit de façon presque impossible à modéliser pleinement. Les États du Conseil de coopération du Golfe consacrent collectivement des centaines de milliards de dollars à leurs dépenses militaires. Les Émirats arabes unis possèdent l'une des armées les plus capables et les plus aguerries du monde arabe. Un scénario dans lequel ces États passent du statut de pays frappé à celui d'acteurs ripostant activement ouvre un deuxième front dans ce conflit que l'Iran devrait affronter en même temps que sa confrontation avec Israël et son bras de fer complexe avec les États-Unis. Et la Chine observe tout cela avec une expression qui, si on pouvait la lire clairement, serait à la fois profondément inquiète et profondément calculatrice. La Chine importe plus de pétrole du Golfe que n'importe quel autre pays sur Terre. La perturbation de son approvisionnement énergétique constitue une menace économique directe pour une économie chinoise qui faisait déjà face à d'importants défis structurels. En même temps, la démonstration qu'un pays non occidental peut engager avec succès des avions furtifs américains, couper les chaînes d'approvisionnement énergétique mondiale et tenir tête aux États-Unis sans effondrement militaire immédiat, cette démonstration représente une information précieuse pour un pays qui a ses propres calculs complexes à faire au sujet de Taïwan, de la mer de Chine méridionale et de l'équilibre futur de la puissance militaire en Asie.
Les déclarations publiques de la Chine ont appelé au dialogue et à la désescalade. Son analyse privée est presque certainement bien plus stratégique et bien moins bénigne. La Russie, elle aussi, se trouve dans une position particulière. Des prix du pétrole plus élevés profitent à la Russie directement et immédiatement. Le budget de l'État russe a été construit autour des revenus pétroliers et à 115 $ le baril, la position budgétaire russe s'améliore sensiblement. En même temps, une guerre régionale à grande échelle au Moyen-Orient crée un niveau d'instabilité mondiale dont les effets de second ordre sur le conflit en Ukraine et sur la propre situation stratégique de la Russie sont imprévisibles. Le silence de Moscou a été remarquablement calculé. Revenons maintenant à la dimension militaire et technologique, parce que l'histoire du F-35 n'est pas qu'un titre d'un jour. C'est le début d'une conversation que l'establishment de la défense américaine est désormais forcé d'avoir de toute urgence et publiquement, alors qu'il préférerait nettement la gérer en silence, dans des cadres classifiés. La question posée à tous les niveaux de la chaîne de commandement militaire américaine est la suivante: si la furtivité n'est plus garantie, quelle est la doctrine? Parce que la planification des campagnes aériennes américaines pour tous les scénarios, Taïwan, la péninsule coréenne, tout conflit de haute intensité contre un adversaire pair ou quasi pair, repose sur l'hypothèse que les appareils furtifs peuvent pénétrer un espace aérien interdit. Si la défense aérienne iranienne, qui se situe plusieurs niveaux en dessous de la sophistication des systèmes déployés par la Russie ou la Chine, peut engager un F-35, alors que peuvent faire ces systèmes plus avancés, c'est une question brutale pour un establishment à qui l'on a répété encore et encore que la gestion de l'image pouvait remplacer l'humilité stratégique. Ce n'est pas une hypothèse que les planificateurs de la défense peuvent remettre à plus tard. C'est une question réelle, immédiate, posée par les pilotes qui volent à bord de ces appareils, par les amiraux et les généraux qui bâtissent des campagnes autour d'eux, et par les membres du Congrès qui supervisent le plus grand budget de défense de l'histoire humaine. Et la réponse honnête, celle qui ressort de ce qui s'est passé dans le Golfe Persique, est que l'écart technologique sur lequel la puissance militaire américaine s'est appuyée pendant 30 ans se rétrécit, non pas qu'il s'effondre, non pas qu'il disparaisse, mais il se rétrécit d'une manière qui exige une remise en question fondamentale de la doctrine, du ciblage, de la structure des forces et de ce que signifie réellement projeter de la puissance au XXIe siècle. Le programme de F-35 à 1 000 milliards de dollars, a été vendu au Congrès et au public américain sur la promesse que la furtivité le rendait survivable dans des environnements à haute menace. Cette promesse vient d'encaisser un coût très public, très coûteux, très lourd de conséquences. Et les implications de ce coût dépassent largement ce conflit. Elles s'étendent à chaque adversaire qui regarde maintenant ses propres investissements en défense aérienne et conclut que le rendement sur investissement vient d'être démontré. Elles s'étendent à chaque allié qui a bâti sa planification de défense sur la suprématie aérienne américaine et qui demande maintenant discrètement à son propre ministère de la Défense d'élaborer des scénarios de rechange. Et elles s'étendent à tous les marchés d'armement du monde, où la leçon que l'on tire en ce moment est que les technologies avancées de défense aérienne viennent de démontrer une capacité qui change le calcul de la guerre aérienne. Voici maintenant la dernière pièce du tableau, et c'est celle qui a été promise au début, celle qui explique pourquoi des analystes sérieux utilisent désormais le langage d'un possible échec systémique mondial plutôt que celui d'une crise régionale gérable. Chaque grand conflit de l'ère moderne a eu une porte de sortie, un moment où les parties impliquées, ou la communauté internationale, ou l'épuisement, ou l'intérêt mutuel, a créé un chemin vers la désescalade. L'embargo pétrolier arabe de 1973 a pris fin, la guerre du Golfe a pris fin, les divers face à face irano-américains de la dernière décennie ont tous trouvé leur propre forme de voie de désescalade. Il y avait toujours une porte de sortie visible. En ce moment, pour la première fois depuis longtemps, cette porte de sortie n'est pas visible. L'Iran a vu des responsables assassinés, ses installations nucléaires frappées.
il a subi des pressions économiques et il agit maintenant dans une posture de zéro retenue. Il ne peut pas désamorcer la crise sans paraître avoir perdu face à un ennemi contre lequel il se définit depuis 40 ans. Israël ne peut pas s'arrêter sans laisser en place une menace iranienne qu'il a justifié toute cette campagne militaire en décrivant comme existentielle. Les États-Unis sont publiquement engagés envers la sécurité d'Israël, mais en privé, profondément anxieux quant aux conséquences économiques et géopolitiques de la poursuite de cette guerre. L'Arabie saoudite est directement attaquée et ne peut pas absorber cela passivement sans conséquences politiques intérieures pour la direction saoudienne. Et les États du Golfe, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis sont des pays dont tout le modèle économique repose sur la stabilité, l'investissement et le fait d'être le carrefour neutre et fiable du commerce régional. Ce modèle est en train de brûler. Sous tout le vacarme rhétorique et les coups de torse, voilà ce que l'approche Trump continue de produire. Plus de spectacles, moins d'issues. Chaque acteur de ce conflit a des raisons pour lesquelles il ne peut pas désamorcer la crise à des conditions qu'un autre acteur accepterait. C'est cela, la définition d'un piège. Et l'économie mondiale, celle qui touche les emplois, l'épargne, le coût de la vie et l'avenir des enfants, est assise au bord de ce piège, observant les acteurs à l'intérieur, en attendant de voir si l'un d'eux trouvera une sortie avant que toute la structure ne s'effondre. Le F-35 n'était pas seulement un avion, c'était un symbole de certitude technologique dans un monde incertain. La certitude que la puissance américaine pouvait aller partout, tout voir, tout vaincre et revenir, ce symbole a été arraché du ciel et ce qui le remplacera, ce à quoi ressemblera le monde lorsque la certitude de la supériorité aérienne américaine ne sera plus l'encre de l'architecture mondiale de sécurité, voilà la question qui définira la prochaine décennie de la géopolitique, de l'économie et de l'ordre international. Et le premier chapitre de cette réponse écrit en temps réel au-dessus du golfe Persique. Toute personne qui suit de près la situation devrait porter attention à 3 choses dans les prochains jours. Parce que c'est pas une histoire qui se termine la semaine prochaine. C'est une histoire qui reconfigure le monde. La première, c'est de voir si le détroit d'Ormuz montre le moindre signe de réouverture, parce que cette seule donnée en dira plus sur la trajectoire des prix du pétrole et de l'économie mondiale que n'importe quelle conférence de presse ou déclaration diplomatique. La deuxième, c'est de voir si l'Arabie saoudite passe des avertissements verbaux à une quelconque action militaire. Parce que ce seuil, s'il est franchi, fait passer la situation d'un conflit bilatéral à une guerre multilatérale sans précédent historique dans le Golfe moderne. La troisième, c'est le langage qui sortira de Téhéran au sujet de la doctrine nucléaire, parce que un pays qui vient de démontrer qu'il peut défendre son espace aérien, attaquer ses voisins, fermer la voie maritime la plus importante du monde et faire face à l'armée la plus puissante de l'histoire sans s'effondrer, ce pays n'a plus les mêmes calculs nucléaires qu'il y a 6 mois. Et si une autre prestation à la Trump, depuis un pupitre, essaye de réduire tout cela à un slogan, ce sera simplement une nouvelle preuve que l'image de marque n'est pas une stratégie. Le monde a changé au-dessus du golfe Persique. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.